sur ma page. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on avait annoncé en semaine. On va parler d'un thème qu'on a annoncé en semaine, c'est-à-dire que c'est élever un enfant malade entre rejet et surprotection. J'essaie de mettre une chanson et puis je vous réponds tout de suite, d'accord? Allez. Allez, j'arrive pas à le mettre, cette chanson. Coucou Louise. Allez, bon, ben, tant pis, hein, c'est pas la bonne chanson que j'ai mis. Et pourtant, j'avais programmé une autre. Alors, comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je suis trop contente d'être là. Coucou, Tantinoyer. Coucou. Je suis trop contente d'être là aujourd'hui parce qu'on a vraiment bien préparé l'émission. On l'a vraiment très bien préparé. Franchement, je suis trop contente d'être là avec vous, quoi. Vraiment, 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 vraiment trop contente. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, je ne serai pas seule. Je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de Bénédicte Yangani, qui est coach en parentalité positive. En réalité, c'est une femme multicasquette. Elle est coach en parentalité positive. Elle est coach scolaire également. Ce qui lui permet aujourd'hui, salut ma sœur Gilberta, j'espère que tu vas bien. Ce qui lui permet aujourd'hui, du coup, de créer une structure où elle accueille des enfants en compagnie de leurs parents pour permettre aux parents d'avoir voilà, un autre regard sur le fonctionnement de leur enfant, la manière dont ils apprennent et tout ça. Coco Kaba. Et donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente pour ce live parce qu'on l'a vraiment bien préparé. Vous allez voir, c'est une personne très, très professionnelle. Elle m'a vraiment épatée par ses connaissances. C'est-à-dire qu'on s'est eu au téléphone, c'est ça le sujet. Et hop, là, j'ai quelqu'un qui me développe des trucs, etc., mais avec un langage vraiment simple et compréhensible même pour moi qui ne suis pas professionnelle. Donc, le live d'aujourd'hui, ça va vraiment faire écho à beaucoup de gens. On parle donc d'élever un enfant malade entre rejet et surprotection. Aujourd'hui, on va prendre le cas de la drépanocytose, juste pour avoir au moins un exemple concret. Donc, on va parler d'un enfant atteint de la drépanocytose. Pour ceux qui ne connaissent pas la drépanocytose, c'est une maladie en fait qui atteint le sang. Hein, ça forme des malformations au niveau des globules rouges, ce qui fait que le sang ne circule pas comme il faut. Et du coup, ça crée des douleurs, des crises chez la personne qui souffre de cette maladie. C'est une maladie génétique. Vous me corrigez hein, si vous voyez que il manque des choses que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, j'essaie de faire simple. Donc, c'est une maladie qui est génétique, c'est-à-dire qu'on hérite de son père et de sa mère. Hein, contrairement à ce qu'on nous fait croire que c'est la femme qui porte l'enfant, qui donne les gènes, etc. C'était juste pour faire entre parenthèses. Donc, quelques chiffres. Hein, c'est vraiment pour donner une idée. Pourquoi je parle aujourd'hui de la drépanocytose? Parce que la drépanocytose est une maladie qui atteint principalement les populations noires. Quand je parle des populations noires, je parle aussi bien des Africains sur le continent africain et je parle aussi bien des descendants d'Africains sur d'autres continents. Ça atteint principalement la population noire, mais pas que. On retrouve la drépanocytose, par exemple, en Inde hein, et dans d'autres pays du monde, généralement des pays tropicaux. Je suis en train de vous mettre les chiffres. Donc, en France, on a par an, on a en termes de statistiques, ça donne un enfant sur 1900 enfants qui est drépanocytaire. Et dans le monde, chaque année, on a à peu près 500 000 enfants référencés drépanocytaires. C'est-à-dire qu'on a aussi des naissances qui n'ont pas été référencées, donc on ne sait pas si les personnes sont drépanocytaires ou pas.
D'accord? Donc, c'est vraiment pour dire que c'est une maladie c'est une maladie qui nous concerne de près. Et par exemple, en France, ici, c'est la première maladie génétique, en fait, la maladie la plus répandue, en fait, qu'on rencontre au niveau des naissances en France. Donc, pourquoi je vous parle de cette maladie? Vraiment pour avoir un cas concret. Et avant d'aller plus loin, par exemple, on va accueillir notre invité du jour. On va accueillir notre invité du jour. Je vais la laisser se présenter et après on va aller dans les questions que j'ai préparées pour vous en fait. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez participer, vous avez un numéro qui va être affiché. Oh mince, je n'ai pas préparé le téléphone. Ah ben non, si vous souhaitez participer, il faudra cliquer sur le lien participer. C'est la seule solution aujourd'hui pour pouvoir participer. Parce que finalement, j'ai pas préparé le téléphone WhatsApp. J'ai pas installé. Bon, ok. C'est des petits soucis techniques, mais en tout cas, on a un lien que j'ai mis en commentaire que normalement doit s'afficher et vous pourrez du coup participer directement en direct. Donc, je vais accueillir Bénédicte. Allez, elle est là. Coucou, Hello, t'es en salut, live. Coucou Bénédicte. Ça bonjour va? tout le monde. Ça va bien, merci. Ça va? Ouais, parfait, la T'es pêche. Et toute toi? belle et pétillante en plus. Ça fait Merci, du bien. c'est gentil. Alors, Bénédicte, j'étais en train de te présenter à notre public. J'ai dit que tu es une femme multicasquette, tu es une femme coach scolaire, coach en parentalité positive et tu as également une structure qu'on appelle la Maison des Choupis que tu diriges en fait. Donc, est-ce qu'au niveau de la Exactement. présentation, j'ai été suffisamment bonne? J'ai manqué des choses? Tu veux compléter? Bah écoutez, c'est ça, hein. Enfin, coach en parentalité positive, coach scolaire aussi. Donc j'interviens aussi au domicile des familles afin vraiment d'aider les enfants à s'autonomiser, à s'organiser dans leur méthodologie de travail, à trouver leurs différents profils d'apprentissage aussi, vraiment cerner tant l'enfant et aussi son environnement afin de l'aider au mieux dans sa réussite scolaire. Et aussi, donc c'est vrai que toutes ces formations, tant les formations Montessori que j'ai fait à côté, formation en parentalité positive comme je viens de le dire, m'ont permis aussi donc de créer ma structure, la Maison des Choupis, donc qui permet en fait de dédier des activités pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans, ainsi qu'avec leurs parents. Le but est vraiment la cohésion familiale, l'épanouissement familial et surtout la consolidation du lien parent-enfant. C'est super. Donc, franchement, ça tombe bien de t'avoir aujourd'hui dans notre émission. Louise, non, je ne vais pas parler de la drépanocytose. J'ai parlé de la drépanocytose juste pour donner un exemple, en fait, un cas de malade qui nous concerne, pour donner un exemple de type de maladie en question. Voilà, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Très souvent, ça cause des hospitalisations, ça chamboule un peu le quotidien de toute une famille. Donc, vraiment, c'était pour permettre aux gens de visualiser un peu de quelle maladie on parle. On ne parle pas du petit bobo qui arrive une fois, je ne sais pas, par an, l'enfant qui est tombé, etc. Non, on parle vraiment d'un enfant qui est malade régulièrement parce que atteinte d'une maladie. Donc, c'était vraiment ça. On va parler de l'enfant malade dans son environnement, ses parents, la fratrie, hein, et l'enfant en lui-même. On va voir des choses sur différents détails. Et bonjour Armélia, bonjour, coucou chérie, et coucou Balbine, j'espère que tu vas bien. Et donc, c'est parti. Bénédicte, toi qui es spécialiste de tout ce qui est accompagnement des parents, en tout cas, tu interviens hein, en tout ce qui concerne la cohésion entre un enfant et ses parents, etc. Tu sais, on vient d'un continent où parfois tout ce qui est psychologique, en fait, c'est un peu ignoré. Hein. Ce qui fait que, voilà, quand on a un enfant malade chez un parent, ça peut provoquer ou un rejet par rapport à tout un questionnement qui s'est fait dans la tête ou, euh, ou une surprotection. En tout cas, c'est parfois, on a parfois des difficultés en fait
pour les parents hein, de se retrouver quand ils ont un enfant malade. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu peux nous expliquer comment on en arrive à rejeter ou à surprotéger son enfant parce que cet enfant est malade? Oui, exactement. Tout à fait, tu viens de relever des points très essentiels. Déjà, il faut se dire tout simplement que lorsque, entre guillemets, la maladie, euh, entre guillemets, le terme s'abat sur la famille, donc sur l'enfant, euh, ça chamboule en fait le quotidien de la famille. Si par exemple c'est le premier enfant ou si c'est un autre enfant parmi la fratrie, ça impacte non seulement l'enfant, mais aussi Hum, sa famille, qui est donc les parents, le couple conjugal, et la fratrie, les frères et sœurs. hum, Donc tout cela est donc la famille nucléaire. Et donc oui, souvent, les parents peuvent être comment dire, impactés par différents sentiments, tels que le sentiment d'impuissance, le sentiment de oui, culpabilité, euh, vraiment aussi de l'agressivité. Genre, pourquoi moi, on en veut à la terre entière. Vraiment, des fois, on ne comprend pas pourquoi. Et je veux dire que toutes ces recherches de sens, tant aussi pour l'enfant, hein, parce qu'on parle aussi du parent, mais autant aussi l'enfant malade qui va oui, ressentir cela. Pourquoi je suis on comme va en ça? venir. Pourquoi moi? Exactement. Donc, du coup, vraiment, toute cette mentalité en vient à avoir différents comportements. Les premiers comportements qu'on peut généralement, ou en fonction de mon expérience, de ce que j'ai pu entendre autour de moi, et je pense aussi toi, Ornella, c'est vraiment ce sentiment de rejet. Généralement, il y a tant les interprétations, c'est-à-dire culturelles, comme Oui, la malchance, le malheur, le mauvais œil, le destin. Tous ces éléments-là aussi, les familles, en fonction de leurs ethnies, et tout ça a un sens et une signification pour eux. Et donc, du coup, ça va généralement, en fait, être la casquette et les étiquettes qu'on met sur l'enfant, telles que voilà, c'est ta faute. Voilà, à cause de toi, ce qui nous arrive. Ou voilà, c'est vraiment cette sensation de transfert, on à cause de rejette tout l'enfant. sur l'enfant. Hum, Exactement. d'accord. Il y a tous ces questionnements-là. Il y a, comme je disais, donc tous ces messages qui sont un peu négatifs hein, pour l'enfant, les étiquettes. Il y a aussi tout ce questionnement que le parent peut se poser en mode l'enfant persécuteur. C'est les parents sont persécutés par cet enfant qui, voilà, maintenant regarde, on dirait limite des fois des expressions telles que, et généralement les parents ne sont pas conscients, plus ou moins. Tout ça, c'est vraiment pas afin de pointer du doigt tous ces parents qui agissent mal ou bien. Le but, c'est Non, juste d'essayer de comprendre, en fait, comment ces et pensées peuvent permettre aux arriver. parents de comprendre pourquoi ils en arrivent là. Vraiment, le but n'est pas de Exactement, juger. Un enfant, quand exactement. on est un enfant, on n'a pas un mode d'emploi. Et quand on est un enfant malade, et souvent on découvre la maladie à la naissance de l'enfant. Donc on fait avec les moyens qu'on a, et parfois les moyens qu'on a, c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, le but, c'est pas de se dire que non, on est en train de me juger. C'est vraiment de comprendre ensemble et permettre à un parent qui a traversé une situation comme ça, d'avoir un déclic, ou encore de dire à d'autres, voilà, je comprends maintenant pourquoi je faisais ça ou ça. Tu vois, donc c'est vraiment pas pour vous juger. Vous l'aurez compris, notre page n'a pas vocation à juger. Notre page a vocation à questionner pour qu'on puisse avoir des déclics qui nous fassent avancer. Je te redonne la parole, Bénédicte. Merci. Exactement. Donc, comme je disais, en fait, il y a différents comportements. Comme je disais, donc, coller des étiquettes sur l'enfant, faire un Mmh, transfert en mode le parent persécuté par cet enfant qui chamboule tout au quotidien. Voilà, à cause de toi, maintenant, regarde, oh là là, j'ai pas eu le temps, voilà, maintenant. Ou bien, des fois aussi, des sentiments de démission. Le parent, en fait, a tellement peur d'être envahi, en fait, par toute cette peur, cette crainte aussi, généralement, la crainte que l'enfant meure, la crainte de pas savoir comment, hein, une perte un peu d'espoir, et du coup, ben, c'est, je démissionne. Je démissionne émotionnellement. Je sais pas comment faire. Je démissionne. Et il d'accord. y a vraiment après la démission qui est dans même physique, c'est que je me sens plus apte, j'abandonne, en fait. Donc, il y a tout cela qui peut faire en sorte que l'enfant se sent rejeté. Mais allons plus loin, parce que des fois, le rejet peut aller aussi à la violence physique, la Oui, maltraitance, l'abandon, vraiment la persécution. L'enfant devient limite un peu le vilain petit canard de la famille, dans certains cas. mmh, Ce qui est très dur et qui peut aussi avoir vraiment des impacts négatifs sur l'enfant, sur comment il peut mmh, se sentir, sur plein d'autres choses. Et comme je disais, donc, tous ces comportements-là de rejet, mmh, comme je disais, donc, c'est des sentiments.
qui font que le parent agit comme ça, mais il n'y a pas que le rejet. Cette sorte d'agressivité, entre guillemets, peut être aussi dans un autre sens, le sens de la Oui. surprotection. C'est La que, culpabilité qui amène à surprotéger, genre pour réparer quelque chose qu'on aurait fait, c'est ça? exactement. C'est-à-dire que les parents, en fait, deviennent durs sans s'en rendre compte, tellement durs. C'est-à-dire qu'ils empêchent, en fait, leur enfant de vaquer à leurs occupations, de vaquer à leurs loisirs. Il y a vraiment ce renforcement de contraintes imposées à l'enfant. Ah non, tu peux pas sortir parce que si tu es malade, non, après, si c'est pour tu fasses des convulsions ou si c'est pour que tu me fasses une crise ou que si c'est pour qu'on aille à l'hôpital, c'est pas la peine. En fonction de différents cas de maladies, parce qu'on l'a tout à l'heure, on parlait de drépanocytose, mais il y a plein d'autres maladies génétiques ou même des Oui, handicaps ou même des malformations qui font que voilà, oui. chaque enfant, il y a vraiment un cas par cas dans tout. Mais vraiment, c'est ça qui peut conduire à ça. L'enfant peut se sentir vraiment, mais il y a un frein au niveau de l'autonomie. Le parent ne veut pas le laisser aller en sortie, le parent ne veut pas, et aussi un peu un manque de communication, tellement qu'on veut le surprotéger. Et donc il y a ça, il y a ce sentiment d'incapacité pour l'enfant aussi, suite à cette surprotection, le fait de trop Et vouloir du en faire. coup, avant de parler de l'enfant, du quotidien de l'enfant, je vais lire un message qu'on a reçu. Hein, ça vous permettra de comprendre un tout petit peu plus encore. Là, on a un regard d'une psychologue qui nous parle en disant le parent. Tu vois le message que j'affiche sur l'écran ou Ouais, je le pas? vois. Ouais, c'est bon. Oui. Alors, le parent va avoir trois réactions. Ou il se victimise, ou, ou il le persécute, ou il voudra absolument le sauver, surprotéger. Compliqué de faire le deuil de l'enfant idéal tant attendu. Exactement. Et du Exactement. coup, parlons du quotidien de cet enfant malade. À quoi ressemble son quotidien? Que ce soit un enfant qui est rejeté, que ce soit un enfant qui est surprotégé, parce que dans tous les deux cas, il y a une forme de souffrance. Tu le disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'il est malade qu'il peut pas aller jouer avec ses copains. Donc, lui dire, tu ne peux pas parce que tu es malade, c'est en quelque sorte lui infliger encore, lui rappeler encore son état, etc. Donc, à quoi ressemble, à quoi ressemble le quotidien d'un enfant qui est atteint d'une maladie grave, en fait, en cas de surprotection ou de rejet de son parent, à C'est ton ça. avis? En me mettant à la place de cet enfant, déjà premièrement, sachant que l'enfant a vraiment ce lien d'attachement avec ses parents. Donc ses deux parents, généralement son père ou sa mère, ou en fonction des différents types de couples qu'il y a maintenant dans la société. Ce sont ses référents. Si ces référents lui montrent du rejet, de la distance, sa base, vous savez, l'enfant, c'est comme les parents, du moins, sont comme un porte-avions. On appelle ça donc du coup la théorie de l'attachement. Les parents sont comme un porte-avions et les enfants sont les avions. Donc ils atterrissent et ils décollent. Ils atterrissent et ils décollent. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, l'enfant a besoin de venir auprès de ses parents. Et ensuite, Oui. ça le rebooste pour ensuite se baquer à ses occupations. La preuve, par exemple, quand un enfant tombe et se blesse, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Maman ou papa, un petit câlin, je me rebooste et hop, je repars. C'est ça qui permet à C'est ça. l'enfant de conquérir le monde, d'assurer, d'avoir cette confiance en soi, etc. Mais si l'enfant ne ressent pas ça, si l'enfant n'a pas cette possibilité-là, il est constamment rejeté. Il y a une baisse de confiance en soi imminente qui naît, du sentiment de culpabilité. C'est de ma faute. Des pensées négatives telles que le suicide, la mort. Pourquoi j'existe en fait au final? Pourquoi en fait je suis là, Oui. je suis un poids pour ma famille. Il peut vraiment y avoir C'est-à-dire, des c'est pensées comme difficile ça. de trouver un sens à sa vie, quoi, en tant qu'enfant, Exactement. quand on atteint. OK. C'est ça. Il y a vraiment ce côté-là. Si je suis rejetée, je me dis, enfin. Et puis aussi, il y a aussi parce qu'on pense aux parents, on pense à l'enfant, mais il y a aussi la fratrie. Par rapport aussi à la fratrie, le comportement de mes frères et sœurs. Si mes parents me rejettent constamment, On en reviendra généralement, à la fratrie plus en c'est ça, détail. vous voyez. Mais je veux dire, ce que l'enfant peut ressentir, c'est vraiment cette persécution en cas de rejet au sein de sa propre famille nucléaire. Et en cas de Mm. surprotection, ben c'est plutôt le côté de, en fait, vous n'avez pas confiance en moi. Donc, si vous n'avez pas confiance C'est en moi, ça. j'ai pas confiance en moi-même. Donc, une baisse de confiance en soi imminente. Euh, des questionnements aussi tels que, mais en fait, je comprends pas, je sers à quoi. Enfin, c'est dans le cas du rejet et de la surprotection, il y a des idées et des, comment dire, des sensations qui sont similaires. Mais c'est Oui. vrai que le fait de freiner l'autonomie d'un enfant, en fait, on laisse pas l'enfant.
entre guillemets, on le laisse pas jaillir, on le laisse pas vivre, on ne le laisse pas explorer. Oui, Donc l'enfant, en fait, est dans on cette l'étouffe en quelque sevrage sorte, sans le constamment, en fait. savoir. C'est ça. On le bloque, en fait. On le bloque. On le bloque Mhm, dans la découverte sociale avec les autres. J'ai raté telle sortie, je peux pas y aller parce que je suis malade, donc j'ai raté quelque chose. J'ai raté un truc à mhm. l'école. J'ai raté une sortie. Enfin, j'ai l'impression que voilà, enfin, on me condamne constamment. Et c'est vraiment une sensation qui peut être très dure pour un enfant qui est malade s'il n'y a pas vraiment cette communication, ce dialogue avec lui, ces paroles valorisantes et autres, en fait. Dans les commentaires, on a finalement, l'enfant n'est plus que sa maladie. Tu C'est vois? ça. Donc, ça crée vraiment cette sensation-là, quoi. C'est ça. Mhm. C'est bien dit. Bon, C'est ça. en tout cas, on voit comment ça peut être compliqué chez l'enfant au niveau psychologique, comment ça peut le mettre en détresse et au niveau d'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'enfant va accorder à soi-même, ça va être très difficile parce que du coup, euh, ou parce qu'on le rejette et donc l'enfant a ce regard négatif posé sur lui, donc il va lui-même se considérer comme étant quelque chose de pas agréable, de pas valorisant ou encore, on va avoir ce côté surprotecteur où l'enfant va finalement se croire un bon à rien, un enfant qui n'a droit à rien. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de détresse. Et là, tu parlais bien tout à l'heure de la fratrie. Au niveau de la fratrie, qu'est-ce qui se passe? On est dans un foyer où on a un frère ou une sœur qui est malade et les parents qui sont complètement voués autour de ce frère-là, ou parce que les parents sont tout le temps sur ce frère ou cette sœur pour le dévaloriser, l'insulter, etc., ou pour le surprotéger, veiller sur l'enfant, et du coup, les autres enfants n'ont pas forcément l'attention des parents. Donc, au niveau de la fratrie, à ton avis, comment ça peut se passer d'avoir un frère ou une sœur malade qui demande beaucoup plus d'attention que les autres? Comment ça peut se vivre, ça? C'est très délicat. C'est très délicat. Premièrement, vous savez, comme je disais, donc, chaque enfant est lié à ses parents. Chaque enfant a besoin de se sentir estimé, de se sentir aimé par son parent, ou ses parents du moins. Mais si on remarque que un est plus, c'est du moins selon leur regard, un est plus aimé, il a plus d'attention, il fait Mm. ça, papa et maman viennent. Il a mal, il se passe ça. Et ça, et ça. Et lui, il se dit, et quand c'est moi, généralement, ou quand c'est nous, parce que des fois, il y en a plusieurs, ben Oui, oui, mais vas-y, tu peux le faire ça, hein. Vas-y, débrouille-toi, monte sur là-bas, prends le truc et vas-y. Ok, j'y vais. oui, Ok, mais finalement, en fait, moi, je sers à quoi? Nous, on sert à quoi? Du coup, il y a des sentiments qui peuvent naître de cela. De la jalousie peut naître de cela. d'accord. Vraiment ce sentiment d'abandon, ce manque d'amour, vraiment se dire que mes parents ne sont plus disponibles pour moi. J'ai plus ce temps qu'on avait avant, où Mm. vraiment j'étais dorlotée, tout câlinée. Enfin, on manque de ça. Donc cet enfant-là, le frère et la sœur, on commence à le regarder avec plein de dédain, avec c'est à cause de toi tout ça, comment Mm. dire, des pensées négatives comme des actes agressifs peuvent aussi avoir lieu à l'encontre de ce frère ou de cette sœur, par exemple aussi. Oui. L'enfant aussi, les enfants du moins, on peut détecter certains signes, comme de la déconcentration au niveau scolaire, une chute au niveau des notes. Pour les frères et sœurs de l'enfant malade, des Exactement. concentrations au niveau scolaire pour attirer un peu l'attention des parents. Pourquoi? En fait, c'est pas forcément pour attirer, c'est pas fait exprès. Il y a des enfants qui vont avoir ce comportement de je vais régresser, je vais me comporter un peu comme un bébé afin d'attirer l'attention des fois. C'est ça pour attirer l'attention, mais c'est pas forcément fait exprès. L'enfant, s'il agit comme ça, c'est pour une cause. Certes, il va Mm. agir exprès, mais dans le but de quoi finalement? D'avoir cet amour qui lui manque, cet amour qu'il n'a plus au final. Oui, Donc des fois c'est volontaire, mais des fois c'est inconscient, comme des troubles de l'appétit, des troubles de d'accord. sommeil, des troubles de renésie, pardon, la nuit, le fait de faire pipi au lit, l'expression. Enfin, c'est des troubles, on dit, oh, mais pourquoi tu fais le bébé? Oh, ça suffit, hein. On va le réprimer, en plus en fonction de certaines régions, voilà, culture, on va dire, les enfants vont prendre un coup, suite à cela. Donc, du coup, ce qui va encore plus frustrer l'enfant, et lui-même ne comprenant pas cette situation, généralement.
Pourquoi j'ai du mal à dormir? Pourquoi je fais des cauchemars la nuit? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai peur que tout le monde tombe malade? Vous savez, ce genre de pensée-là, et surtout Un s'il n'y a pas de sentiment prise de d'insécurité, conscience, du coup, dans la fratrie, tu veux dire, c'est ça? exactement. Des fois, oui. D'accord. Des fois, oui. Et du Des coup, qu'est-ce fois, qui se oui. passe à l'inverse quand on a un frère ou une sœur malade qui est rejetée par les parents? La fratrie, comment est-ce qu'elle vit ça? Qu'est-ce qui se passe au Il niveau y de a, la fratrie? il y a différents types de comportements. Déjà, il y a le premier, généralement, c'est que les parents, on va dire, sont les piliers d'une famille. Donc, les Oui, enfants observent leurs parents et prennent du bon comme du mauvais. Donc, si les oui. parents ont une tendance à parler mal à un enfant, à se comporter mal avec cet enfant, les enfants voient et les enfants reproduisent inconsciemment. Donc, Les l'enfant autres risque enfants. de voir. Exactement. Les frères et Hum, sœurs, donc, du coup, risquent d'avoir un comportement vis-à-vis de leurs frères ou sœurs malades, tel que c'est un peu le vilain petit canard. Si papa et maman le font, c'est que c'est normal, je le moqueries, fais aussi, en fait. les, Et les aussi moqueries, par d'autres exemple. comportements. Par exemple, les moqueries, les coups Hum, ou autres, les coups bas et autres. Mais aussi d'autres sentiments qui peuvent naître. Ce sentiment de super grand frère, ou grande sœur. Ce sentiment de, ah, comme il y a un frère et une sœur malades, moi, je vais montrer que je peux être l'enfant idéal. hum, Je vais hum. montrer que je peux sauver mon frère. Je vais Hum. montrer que je suis très attentionnée par rapport à lui. Faire, limite, en fait, prendre le D'accord. rôle du parent. Il y a aussi de Ça, ça. c'est chaud, Franchement, il y ça. a un peu de tout. Il y a un peu de tout, en fait, concrètement. Mais c'est vraiment observer. Il faut prendre le temps d'observer, en fait, sa famille, d'observer son couple, d'observer ses enfants, d'observer tout ça, en fait, le tout. C'est vraiment important. Et c'est tous ces, entre guillemets, ces situations, Hum. ces comportements qui vont permettre, en fait, de se dire, il y a un truc. Soit j'ai Oui, raté quelque chose, en tant que parent, bien sûr, soit j'ai loupé oui. quelque chose, soit j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte. Il faut vraiment qu'on Hum. se pose et qu'on se mette à réfléchir. Donc là, je vais reprendre un tout petit peu ce qu'on a dit hein, pour faire un petit Mhm. résumé. Donc, dans le cadre de la fratrie, on peut avoir différentes choses. Hein. Un enfant en détresse parce que voilà son frère ou sa sœur occupe trop d'espace, donc ça peut on peut le constater. Hein, l'enfant en détresse va avoir des troubles de l'appétit, troubles du sommeil, problèmes de concentration à l'école ou encore un autre enfant, parce que son frère est rejeté, donc se met lui aussi à rejeter le frère par de moqueries, par de l'agressivité vis-à-vis de ce frère qui est déjà, ou de cette sœur qui est déjà malade. Ou encore, on peut avoir un autre enfant qui va vouloir jouer au super-héros. Trop donner aux frères, montrer aux parents, voilà, moi je suis là, je peux sauver mon frère, ma sœur, etc. de sa maladie. Et là, par contre, Bénédicte, quand tu vois ça, moi je vois un risque d'épuisement pour l'enfant qui, C'est qui, ça. qui, qui joue au super-héros, super-héros. En fait, il y a deux conséquences. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a le risque, en fait, d'épuisement, mais surtout, en fait, parce qu'il faut le dire, généralement, quand l'enfant agit comme ça en tant que super-héros, déjà, c'est par compassion, par amour pour son frère ou sa sœur, mais c'est surtout pourquoi aussi le regard du parent avant tout. D'un Oui. côté, il y a de ça. Donc, tout dépendra aussi de la manière dont les parents réagiront par rapport à cette attitude-là. Si les Hmm. parents estiment, remercient, valorisent cet enfant qui aide les parents, par exemple, cet enfant, ça n'aura pas le même impact que si l'enfant qui agit comme ça, le parent, en fait, ne calcule pas. Enfin, vraiment, du moins, ne met pas l'honneur ou du moins ne remarque pas tout ça, ces actes. L'enfant va vraiment se dire, mais en fait, on parlait d'épuisement, mais en plus de cela, on va vraiment parler de diminution de sa propre valeur, de sa propre estime. Donc, en gros, je ne sers à rien. Même quand je me booste à fond, même quand je me donne, même quand j'essaie d'être utile à ma On ne me manière, en tout cas, remarque ma pas. place Je dans la n'existe fratrie. pas. Pardon? Même quand je me donne à fond, on ne me remarque pas. Je n'existe pas. C'est ça? Exactement, c'est ça. C'est ça. Ça peut tendre à ça. En tout cas, j'ai mon mari qui nous a rappelé dans les commentaires des exemples d'autres maladies qu'on peut retrouver, c'est-à-dire, enfin, la mucoviscidose, on peut avoir de la trisomie dans la famille, on peut avoir l'hémophilie, on peut avoir de la drépanocytose, on peut avoir de l'autisme aussi parfois. Donc, on a beaucoup de maladies en fait qui
Hello Aminata et bienvenue. On a beaucoup de maladies en fait qui peuvent arriver, hein, atteindre un enfant et chambouler du coup, en tout cas demander une remise en question de l'organisation de toute une famille. Plus tôt dans la journée, j'ai questionné une personne que je connais, hein, qui est parent de deux enfants, un plus grand atteint de la drépanocytose et un plus petit qui n'est pas malade. Et du coup, j'ai questionné cette personne en me disant, toi, tu as l'air de bien t'en sortir en fait pour tes enfants. Qu'est-ce que tu fais et comment tu as fait euh, pour savoir un peu comment te dispatcher en quelque sorte. Et la personne me dit, moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, on fait attention avec mon mari, même quand mon grand est malade, quand je suis avec lui, je me consacre à lui. Et quand je passe le relais à son père, je me consacre entièrement à son petit frère. Je n'oublie pas le frère malade, mais en ce moment-là, je suis présente que pour, euh, pour le petit frère, tu vois. Oui. Oui. Et du coup, je lui dis, mais comment tu fais, comment tu as su faire en fait, enfin, dès le départ. Et elle me dit, non, c'est juste que voilà, j'en ai un peu entendu parler autour de moi. Et puis moi-même, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention, effectivement, pour ne pas créer des manques chez mon enfant le plus petit. Quoi. Donc, c'est vraiment pour rappeler encore à nos spectateurs aujourd'hui, pour dire que on est là pour faire provoquer des déclics. Un enfant ne naît pas avec un monde d'emploi. Et un enfant malade, parfois, on découvre la maladie à la naissance de l'enfant. Donc, on peut partir parfois dans tous les sens sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, toutes les explications de Bénédicte, mon intervention à moi, servent vraiment pour provoquer un déclic et vous permettre, pourquoi pas, de vous situer. D'accord. Donc, dans un premier temps, on a parlé du quotidien d'une famille rythmée par la maladie d'un enfant. Et maintenant, on va parler de ce qui existe en fait en termes de solutions. C'est-à-dire que une fois qu'un parent, Bénédicte, une fois qu'un parent se rend compte que non, ça ne va pas. Un parent coche toutes les cases en fait dont on a parlé. Je sais pas, mon enfant qui est rejeté, qui n'a plus d'estime de soi, dans la fratrie. Il se passe pipioli, déconcentration à l'école, comportement de super-héros, etc. Une fois qu'un parent s'est rendu compte de ça, comment faire pour relever la pente? Comment faire pour remonter la pente, en fait? Est-ce que tu peux nous dire? Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est clair. C'est une situation vraiment, comme je disais, qui chamboule la famille, mais à tous les niveaux. Il faut Oui. apprendre à s'organiser à niveau. Émotionnellement, il faut apprendre à gérer ça. Il y a aussi le travail, il y a cet aspect de la vie sociale et la maladie qui s'impose. Ça dépend aussi des maladies, les va-et-vient dans les hôpitaux ou pas, avec les médecins et autres. Pour les parents, c'est pas facile à gérer. Et franchement, Hum. je donne tout mon soutien à tous les parents qui traversent cela. C'est pas facile, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et Oui. vous pouvez être accompagné. À partir du moment où on détecte la maladie d'un enfant, quelle qu'elle soit, il est important d'être accompagné. Hum. Accompagné sur différents points en fonction des personnes. L'idéal, ce serait avec des professionnels. Après, Oui. il y a quand même aussi la famille élargie. Des fois, on a de la chance d'avoir des oncles, des frères, des sœurs, enfin, des amis, des collègues, des gens vraiment sur qui on peut compter et sur qui on peut discuter. Il est Hum. très important pour le parent de ne pas se mettre une étiquette en mode soit je sers à rien, ou soit non, non, je me mets la pression, je peux le faire, je vais le faire, et s'oublier soi-même, s'oublier dans ses besoins et s'oublier dans ses émotions. Il est très important de communiquer, de poser son ressenti, de communiquer aussi en termes de couple. Vraiment, la famille Oui. dans toute sa globalité. Le couple avant Ça, c'est tout, les intéressant. sujets de la C'est-à-dire famille. que quand tu dis de communiquer en termes de couple, on peut avoir le mari et la femme, chacun qui souffre de son côté, qui ne communique pas. Et parfois, on peut Exactement. avoir l'impression que l'un se donne plus que l'autre et l'autre se donne moins que l'autre. Et donc, des conflits entre parents, ce qui ne facilite pas la chose non plus. Hein, c'est C'est ça? ça. T'as tout saisi. Donc, c'est vraiment vraiment dans la globalité, gérer à tous les niveaux. Comme je disais, la famille, c'est donc le lien parent-parent, enfant-enfant et parent-enfant. Donc, vraiment, à tous ces niveaux-là, faire en sorte de mettre un accompagnement, une adaptabilité.
Vraiment s'adapter, comment s'organiser à nouveau, comment faire pour que je puisse consacrer du temps à tel enfant, vraiment combler les besoins de chacun, comment moi, le parent, comment on peut aussi trouver du temps pour se ressourcer, souffler, vraiment évacuer, discuter, etc. Vraiment prendre le temps de s'organiser, ne pas prendre ça comme une fatalité. Il y a plein d'enfants Oui. malades, il y a plein de parents qui surmontent ça. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est surmontable, que c'est faisable. Si on est Mm. accompagné surtout, ben, tant mieux. Si on est seul, eh ben, c'est pas grave. On se rapproche des personnes qui peuvent nous aider au mieux. Il y a des personnes Mm. qui sont bons, qui ont un bon cœur, qui vont tout faire en fait pour soutenir et pour vous élever et pour vous aider. Donc vraiment, comme je disais, mettre en place l'adaptabilité. Surtout mettre en place la cohésion familiale. C'est très important pour éviter Mm. justement tous ces ressentiments interfamiliales, ces petites guerres, ces petits conflits. Prendre un temps de faire vraiment ça pourrait être bête, hein. Il y a des conseils de classe à l'école, on pourrait faire aussi un conseil de famille. Il y a plein de familles qui instaurent des conseils de famille où chaque Oui. membre de la famille est libre de donner son ressenti et d'expliquer les choses. Tant le parent que les enfants. Les parents qui doivent aussi aider à comprendre pourquoi tel enfant est malade, tant pour Mm. les frères et sœurs que pour l'enfant lui-même. L'enfant, Mm. vraiment, va dire, c'est à cause de moi, tout ça. Non, en parlant, justement, les autres vont dire, mais non, c'est pas de ta faute, ça aurait pu être moi, etc. Comprendre, mais en fait, c'est Oui. quoi cette maladie? Est-ce que je vais mourir? Je vais pas mourir? Toutes ces questions-là, Mm. ça se pose. Faire Des fois, comprendre ça à la arrive dans la fratrie tête d'un aussi. enfant ou pas. Mais ils ont vraiment besoin de cette concertation, cette cohésion. Donc, comme je disais, cohésion, vraiment tout faire pour que on puisse s'entraider, qu'on puisse rester soudés, éviter les conflits, ou du moins trouver une manière de pouvoir Mm. percer les abcès justement pour communiquer. Et c'était ça justement le troisième point, la communication. La communication doit être de la base dans toute famille, dans tout couple, Oui. dans toute relation. La communication est la base. Et donc, c'est vraiment cela. Plus vous communiquez avec votre enfant ou vos enfants, mieux la situation se portera. Et surtout, il n'y aura pas cette crainte révérentielle permanente qui est que non, j'ai peur de dire ça à papa et maman, imaginons que, oh non, j'ai pas Tout envie d'en sera parler ça, fluide en on va fait. dire que... Pardon? Tout sera fluide. Tout est plus fluide en fait quand on communique. C'est ça. C'est la base. Vous savez qu'il y a même dans certains hôpitaux, dans les cas où, par exemple, il y a des parents qui, en fonction de la maladie des enfants et qui doivent souvent avoir recours aux hôpitaux, il y a des cellules dans les hôpitaux Oui. pour les frères et sœurs d'enfants malades. Ça Mm. permet donc aux frères et sœurs d'enfants malades de se concerter et de pouvoir parler librement sur la maladie de leur frère ou de leur sœur. Du coup, C'est en ça. échangeant, ils vont pouvoir se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, que la Mm. situation Mm. qu'ils vivent n'est pas une situation enfin quand je dis anormale, dans le sens où ils ne sont pas uniques, qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent, d'échanger, de donner leur ressenti, se dire que ah, lui aussi il a pensé ça, ah lui aussi il agit comme ça peut m'aider, ça peut Je m'aider à suis mieux pas comprendre folle, je certaines suis pas choses. fou quoi d'avoir pensé à ça. C'est ça. Voilà, voilà, d'échanger, ça va leur faire du bien et de se Oui. situer et se dire que en fait la famille ne rime pas autour de tel frère et telle sœur malade en fait. La famille ce n'est C'est pas que ça. lui. La famille, c'est aussi moi et ce que je pense et mon ressenti. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, pour les parents qui ont plusieurs enfants, en plus d'un enfant malade, n'hésitez pas à autonomiser vos enfants. Comme je le disais justement euh, avant, c'est qu'il y a généralement les enfants qui ont ce côté où ils veulent être un peu le super-héros, qui veulent aider, etc. Mm. En fait, le parent, en autonomisant ses enfants, déjà pour lui, il y aura une pression un peu en moins. Pour les enfants, ils vont se sentir aussi considérés parce qu'ils ont des responsabilités. Si je suis l'aîné ou si je suis le petit, bref, on me considère, on me donne des missions à faire. Et en Mm. même temps, les paroles valorisantes. Le merci, ça coûte rien, cette gratitude, hein, mais vous pouvez pas savoir ce que ça fait à un enfant quand ses parents lui disent juste merci pour ce que tu as fait. C'est juste, Oui. l'enfant se sent utile de fou. Il se sent utile de fou. Considérer, Et du coup, il considérer. comprendra mieux. Pardon? L'enfant se sent considéré. Oui. Il se sent considéré et il se sent utile et il a sa place dans la famille. Et vraiment, si le parent lui fait remarquer cela, vraiment merci de nous aider. Voilà, le mettre, et ne pas hésiter à mettre les enfants dans l'organisation.
Donc, voilà, on doit s'organiser et tout. Qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut faire? Voilà, voilà. Du coup, chacun trouvera sa place naturellement. Ben, écoute, moi, je peux faire ça en attendant, maman, pendant que tu vas chercher tel frère et sœur qui est malade. Moi, ça me dérange pas de préparer ça. Ah, tu serais un amour. Et voilà, et voilà, et voilà. Les tâches réparties. Et vraiment, donner du temps à chaque enfant. Je sais que c'est pas évident, c'est dur, surtout s'il y en a un enfant qui est assez dépendant des parents, tant physiquement que mentalement. Mais comme le disait la dame qui a donné son exemple, c'est toute une organisation, d'où l'adaptabilité, mais c'est faisable. Quand je suis avec tel enfant, je suis avec lui à 100%. On n'a pas dit Oui. forcément 1 heure, même 15 bonnes minutes, ce serait déjà pas mal. 15 bonnes minutes avec tel enfant où je l'aide à faire ci, où je fais l'activité avec lui, où je fais autre chose et que je donne le relais à un autre parent. Ou si c'est dans le cas d'une famille monoparentale, justement d'autonomiser les autres en attendant d'eux. Vraiment, Oui. pour passer du temps avec tel enfant, afin que chaque enfant se dise que j'ai rempli mon quota affectif avec ma mère ou avec mon père. Mhm. Dis vraiment, c'est bon. Aujourd'hui, je l'ai eu et je sais dans tous les cas que si j'ai besoin, je peux l'avoir. Être J'ai plein de gens qui disponible. te remercient dans les commentaires, hein. Je leur avais dit que ça aurait été top. Et là, j'ai plein de gens qui te disent merci dans les Ben, commentaires. de rien, c'est avec plaisir. Vous savez, c'est un sujet qui m'a vraiment touchée quand j'ai entendu ce sujet. On est là, je me suis dit, non, il faut. Parce qu'on connaît tous, au fond, des personnes qui sont malades, d'autres ont grandi Mhm. avec des personnes malades, ou on pourra être des futurs parents d'enfants malades. Peu importe, On ne en fait, sait la pas. vie, on ne sait pas comment, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, c'est important d'avoir ce genre d'informations au cas où si cela peut se produire pour un futur parent, et au cas où si cela existe déjà pour des parents, ben, parents, tout simplement. Donc, en tout cas, ce que je retiens et ce qu'on peut retenir en tant que spectateur, c'est que une fois qu'on se rend compte, on a le déclic que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, il faut trouver des solutions, il faut se relever, etc. La première chose à faire, voilà, c'est une concertation où on va instaurer les trois valeurs évoquées par Bénédicte. La communication, l'adaptabilité, comment est-ce qu'on s'adapte à cette situation et ce qui va vous amener en fait à créer une cohésion dans la famille. Ce qui est très important du coup pour avoir une harmonie dans la famille. Et puis Bénédicte a parlé également des relais, c'est-à-dire qu'un enfant qui comprend ce qui lui arrive, en tout cas qui comprend ce qui arrive à son frère ou à sa sœur malade, acceptera peut-être un peu plus la situation qu'un autre enfant qui n'a pas compris. On sera dans le conflit en fait plus facilement. Exactement. Tu On vois. est plus dans Et une donc, approche d'acceptation, en fait. C'est c'est exactement ça. ça. La D'acceptation compréhension et amène l'acceptation. c'est ça, et de déculpabilisation. On accepte C'est et on ça. déculpabilise. Vraiment. C'est Qui vraiment dit ça le but. déculpabiliser, du coup, dit une meilleure relation, quoi. Tu vois? C'est ça. Et donc, dans les relations, dans les solutions, n'oubliez pas, on a de relais. Je sais que je donne beaucoup l'exemple de la France parce que nous, on part depuis la France, même si on a beaucoup de gens qui nous suivent depuis différents pays. Hein. D'ailleurs, à la fin de l'émission, je vais faire mes dédicaces, donc je ne vais pas vous oublier. Hein. On part de la France, on a beaucoup d'associations de relais par rapport à telle maladie ou telle maladie. Bénédicte le disait tout à l'heure, n'hésitez pas pour vos enfants qui ne sont pas malades, n'hésitez pas à amener vos enfants dans le relais des frères et sœurs d'enfants malades. Ça va leur permettre en fait d'externaliser tout un questionnement qu'ils n'ont pas osé vous le dire, vous, par peur de vous inquiéter encore plus, par peur de vous attrister, donc par peur de culpabilité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, surtout quand on n'a pas instauré une logique en fait où on peut se confier plus facilement en fait entre enfants et parents. N'hésitez pas à dire à vos enfants si tu as besoin de parler avec des gens qui vivent la même chose que toi, il y a tel relais, tel relais. Votre enfant vous remerciera parce que ça l'aidera en fait à vider son sac. Et pour les parents aussi, on a des relais. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de la drépanocytose. Quand je regarde sur Facebook, on a beaucoup de comptes Facebook où des enfants, en tout cas des enfants devenus adultes, hein, drépanocytaires, parlent de leur quotidien. Ça permet de se confronter déjà, de discuter un peu.
On a plein de groupes Facebook des parents qui ont tous un enfant qui est malade de telle ou telle maladie, qui vont se parler, vont se permettre en fait de voir les choses plus au clair. Donc, n'hésitez vraiment pas. Il n'y a rien de pire que d'avoir un problème et de le garder sur son coin, parce que du coup, dans la tête, le problème ne fait qu'amplifier. On a grandi dans des communautés où on nous dit tout le temps de garder, mais on ne garde pas silence surtout. Quand tu es en train de souffrir, demande de l'aide et courageux. Vraiment, il faut dire ça. Quand tu as quelque chose qui te dépasse, va voir ceux qui sont passés par là comme toi, ceux qui ont fait un peu plus de bout de chemin que toi, demande-leur leurs difficultés, etc. Ça te permettra d'éviter plus facilement certaines erreurs. Et puis, n'hésitez pas, on a des professionnels, on disait tout à l'heure, un enfant, quand on est, on n'a pas un manuel, on n'a pas un mode d'emploi. Certaines personnes réussissent plus facilement parce qu'ils ont eu eux-mêmes des modèles de parentalité positive. Mes parents ont réussi avec nous, j'ai aimé ça chez mes parents et donc je reproduis la même chose. Et parfois, on a des parents qui ne nous ont pas transmises des bonnes choses, qui ne nous ont pas transmises des choses positives. Et quand on devient soi-même parent, on peut se questionner. Qu'est-ce que je transmets à mon tour à mes enfants? N'hésitez pas. C'est pour ça que les professionnels sont là. Bénédicte parlait de voir des psychologues, mais moi, je dirais même de voir des coachs en parentalité positive. Vous l'avez entendu? Ah ben oui, c'est vrai. Vous l'avez entendu parler. Elle a tout expliqué avec un professionnalisme remarquable. N'hésitez pas, là, je suis en train de vous mettre les coordonnées de Bénédicte. N'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas à venir me voir en privé. Je pourrais vous rediriger vers les personnes qu'il faut. Vous avez Bénédicte en face. Si vous avez un suivi psychologique, j'ai des adresses. Je suis là pour ça. C'est exactement ça dans nos sociétés, dans nos communautés. Il faut toujours garder le silence et cacher. Alors qu'en parlant, on peut se libérer. Exactement. En parlant, on se libère, on se décharge. La parole C'est est pas pour rien que... libérateur. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est pas pour rien que dans nos communautés, on trouve beaucoup de gens. Tout le monde souffre d'estomac. Tout le monde souffre de, je sais pas comment on les appelle. Tout le monde souffre de cette pression à la poitrine que communément au Congo, on appelle estomac. C'est parce qu'on garde trop de choses dans le cœur. Il faut vraiment... Elle rigole. Non, mais c'est vrai. Regarde toutes nos mamans, surtout les mamans de 50 ans et passées là. Toutes les mamans, elles souffrent d'estomac. Quand tu vois estomac, c'est pour dire qu'elles ont gardé trop de choses. Cette culture de garder le silence là, c'est pas bon. Si tu es en souffrance, demande de l'aide. Une personne qui demande de l'aide est beaucoup plus courageuse qu'on le pense. Demande de l'aide ne fait pas de soi une personne faible, quoi. Donc, n'hésitez vraiment pas à avoir des professionnels. N'hésitez pas à avoir des relais ou voilà, des personnes comme vous hein, qui vivent les mêmes choses que vous, se confient, etc. Ça permet vraiment de se libérer un peu. Hein. Bénédicte, je ne sais pas si tu voulais compléter quelque chose avant de prendre les questions. Commencez à écrire vos questions si vous en avez et on va répondre. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu voulais compléter quelque chose, Bénédicte? Tu as tout dit, ma chérie. Tu as tout dit, mais si je peux atténuer le fait, comme tu as dit, la parole est libérateur. Garder des choses en soi, se garder des mots, se créer des ulcères, pour au final quoi? La situation est déjà assez compliquée. Si moi-même, je dois encore compliquer avec moi-même qui me sens pas bien, moi-même qui suis faible, j'ai une famille, j'ai des enfants qui comptent sur moi, j'ai un homme ou j'ai une femme qui compte sur moi. Enfin, voilà. Il faut se dire que la parole est libérateur. J'ai besoin de communiquer, communiquons. Soit vous avez une personne de confiance, soit vous vous tournez vers des professionnels, soit vous allez vers des groupes d'échange, mais parlez. Il faut en fait poser, comment dire, exprimer en fait les ressentis, les émotions. Ça fait du bien. Et ça nous permet aussi de répondre à certaines questions en fait. Tout simplement. Ah oui. J'ai quelqu'un qui m'a écrit en privé. Je ne pourrais pas te répondre en même temps. Si tu peux venir dans les commentaires ou si tu veux participer en live, tu t'es mis en attente, je te prends. D'accord? Ok. Et donc, on arrive presque à la fin de notre émission. Moi, aujourd'hui, vraiment, si je peux dire quelque chose, j'espère vraiment que cette émission
ait servi pour provoquer un déclic. Parents, ne gardez pas tout pour vous quand la situation est compliquée. Les complications, ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde. Tu disais au tout début de l'émission, en fait, que quand on a un enfant malade, on croit que, voilà, on a eu le mauvais œil, on nous a jeté un sort, on culpabilise parce que j'ai eu tel comportement que mon enfant est comme ça. Non, stop. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la vie, Beaucoup c'est de tout, gens c'est comme ça. avant toi, même Marie, mère de Jésus, elle a eu un enfant, cet enfant était déjà condamné à mourir à sa naissance. Et pourtant, d'après la Bible, ce serait une femme vierge qui n'a jamais péché, etc. Tu vois, les malheurs, ça arrive à tout le monde. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se culpabiliser parce qu'on a eu un enfant malade. J'ai connu des couples qui se sont déchirés parce que l'un rejetait la faute sur l'autre parce qu'on a eu un enfant malade. Non, c'est pas ça. Avoir un enfant malade, c'est la nature. Tu peux avoir ton potager, tu plantes des tomates. Toutes les tomates ne seront pas rouges et ronds et mûries. Non, il y en aura qui seront un peu déformées. Malheureusement, ça arrive. Et Ça si je peux arrive. me permettre, si je peux me permettre, Oui, comme tu l'as si bien évoqué tout à l'heure, on n'apprend pas à être parent. Personne est né vraiment avec le bouquin boum comme ça dans la tête. Je sais comment faire et tout. On apprend, on apprend au fil des années avec les expériences. Et c'est comme ça justement que dès le début, il faut qu'on dise, je pense qu'il faut dire, il faut arrêter de mentir aux gens et dire la vérité dès le départ. Si tu veux être parent, il faut apprendre à être responsable. Es-tu une personne responsable? La oui. responsabilité englobe plein de choses. Si je suis quelqu'un de Hum, responsable, je dois me préparer à toute éventualité. Les bonheurs comme le c'est malheur. ça. C'est comme le mariage, le pire et le meilleur. C'est vraiment, je dois m'adapter, je dois Pour me le préparer. meilleur et le pire. C'est ça. Je dois vraiment me préparer. Et je pense que c'est important de dire ça à toute personne. Moi, je sais que en fonction des cultures, moi, je viens du Congo et à chaque fois, avant qu'une femme ou un homme rentre dans l'union maritale, on lui dit, est-ce que tu es prêt? Non, est-ce que tu es prêt Et, psychologiquement? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? En fait, mhm. non, je sais pas. Mais moi, je te prépare condition. Si ton mari est malade, si ton enfant est malade, si telle personne meurt, si non, 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 est-ce que tu es prêt à affronter cette situation-là? Il faut être déjà armé. Soyons armés avant de procréer. Parce que cela nous permettra, j'ai pas dit que ça va être la clé, que forcément on sera les meilleurs parents au monde. C'est pas ça que je dis. Nous sommes des êtres imparfaits, mais rien ne nous empêche de nous On a un apprendre. invité qui nous attend. Ah ouais? On a un invité qui nous attend. Alors, donc en tout cas, excuse-moi, si on peut retenir une chose, c'est que soyons bien avec nous-mêmes avant d'envisager d'être parents. Parce que du coup, C'est ça. c'est toute une autre responsabilité. Donc, il faudra vraiment Exactement. être en harmonie avec soi-même. Je vais prendre l'invité qui nous attend. Allô? Olga, tu es en ligne. Par contre, ton micro Et ne marche désactiver. pas, est désactivé. Et ta caméra non plus. Après la caméra, si tu ne veux pas apparaître sur l'écran, c'est pas grave. Mais le micro, au moins, pour qu'on puisse t'écouter. Tout en bas de ton écran, tu as la possibilité d'activer directement ton micro. Est-ce que tu nous entends? euh, Olga, il faut que tu actives ton micro. C'est pour un Sinon, ça va être témoignage? compliqué. Elle voulait C'est pour un intervenir. Je ne témoignage? sais pas si c'est pour un C'est ça? témoignage. Ah, d'accord. Excusez-moi. Ok. Alors, sinon, en tout cas, on va commencer en attendant que Olga euh, se débrouille avec son micro. J'ai Aminata dans les commentaires qui nous dit ça me parle tellement ce que vous dites. C'est avec plaisir, Aminata. C'est avec plaisir. Je sais que des émissions pareilles, ça manque beaucoup dans la société. Évoquer ces sujets-là, ça manque beaucoup dans nos communautés. C'est pour ça qu'on est là. Franchement, si ça te parle, toi, sois-en sûr que ça pourra parler à quelqu'un d'autre dans ton entourage. Donc, n'hésite pas à parler de l'émission. N'hésite pas à envoyer un lien parce que il y a beaucoup trop de gens qui culpabilisent beaucoup trop, en fait, alors que non.
la vie, elle est belle si on pouvait se libérer un peu de nos culpabilités. C'est clair. Hop, je suis un peu en train de faire le tour. Là, Bénédicte, voilà, on te dit oui, bravo Bénédicte, merci pour le partage. C'est Patsy qui t'écrit. Je leur avais dit hein, que ça aurait été top avec toi parce qu'on a bien préparé l'émission. Merci, c'est gentil. J'ai une autre personne qui écrit, là c'est ma Tantine Noyer, je te remercie. Elle dit, moi je connais cette douleur d'avoir un enfant malade parce que j'en ai une dans ma famille. Mais ma nièce est très adorable. Voilà. C'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas être adorable. Donc, tout à fait ça. Bonsoir, papa Elon. J'espère que tu vas bien. Bah, écoute, Olga, je te laisse préparer ton micro comme il faut. Et puis, tu nous reviens. Alors, attends. Là, ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Ben, je te laisse préparer ton micro et puis tu nous reviens après. Comme ça, je laisse la place s'il y a une autre personne qui veut entrer. Et voilà, s'il y a une autre personne qui veut intervenir, vous intervenez. Sinon, je vais passer à la partie dédicace. Alors, Bénédicte, en bonne congolaise que tu es, est-ce que tu as des personnes est-ce que tu as des personnes à qui tu veux faire des dédicaces? Oh là là, ah bah, dédicace à toutes les personnes qui me reconnaîtront, ma famille, déjà premièrement, toutes les personnes qui m'ont soutenue, mes collègues, les déterres, la famille, vraiment toutes les personnes que j'estime et qui m'aiment et que j'aime, tout simplement, en fait, sans pointer du doigt tout le monde des bisous. Super. Moi, ce que je fais à chaque fois, parce que je ne peux pas voir tout le monde qui nous regarde, je vais dans les commentaires pour lire. Alors, on a à nouveau quelqu'un qui veut intervenir. Alors, attends. Bravo pour ton intervention. Oh, merci. Mais je ne sais pas si tu m'entends. Viens en live et active ton micro. Active ton micro. Voilà. Non, c'est toujours pas activé. Je suis désolée, mais je dois t'enlever. Ah, on avait entendu, non? Ah, j'ai cru qu'elle avait enlevé. Tu l'avais entendu? Ouais, je l'avais entendu un moment. Oui. Voilà, là, c'est bon? C'est moi? Non? Ah, ça y est. Okay. Oui, voilà. Vous m'entendez? Ben voilà. Bravo les filles. Bonjour, c'était vraiment intéressant ça en fait. Hein. Bonjour. Oui, c'était vraiment intéressant. Hein. Oh. Franchement, surtout en ce moment-là, en tant que parent, en fait, seul avec les enfants, le Covid, ça a été très, très, très difficile. Donc, même si, en fait, on n'a pas d'enfants spécialement malades, c'est vrai que gérer les enfants sur cette période-là, c'est très compliqué parce que nous-mêmes, on est stressés. Donc, du coup, c'était vraiment intéressant, en fait, de pouvoir, nous, en tant que parents, prendre une distance pour pouvoir gérer les enfants. Franchement, c'est la base, en fait, que soi-même, on soit bien pour que derrière, on puisse transmettre ça aux enfants parce que si nous, on est mal, bah, impossible de gérer un enfant hein, parce que l'enfant, c'est une éponge et du coup, il prend tout, en fait. Hein. Donc, quand on est mal, bah, c'est encore plus difficile de gérer un enfant, en fait. Hein. Ça vient déjà à la base de nous. C'est ça, en fait. Hein. Ça vient de nous à la base. Donc, en tout cas, bravo, hein, merci. Hein. Oui. Merci beaucoup, Olga. Et je te remercie parce que tu fais un lien super important en disant par rapport au Covid. C'est vrai que le Covid a été une période très spéciale, en fait. Ça nous a amené à nous questionner en tant que parents. Hein. On avait déjà nos stress à nous. Et en plus de ça, on avait nos enfants qui avaient été chamboulés. Et donc, effectivement, tous les troubles, en fait, que Bénédicte a évoqués, on peut les avoir aussi constatés pour nos enfants. Je ne sais pas, troubles du sommeil, troubles de l'appétit, l'énurésie, ça c'est un gros français. C'est pour dire que l'enfant fait pipi au lit du jour au lendemain, alors qu'avant, l'enfant ne le faisait pas. Donc, on a plein de choses qui pouvaient arriver et du coup, ça peut vous permettre en fait de vous dire, voilà, c'est pour ça que mon enfant, pendant cette période-là, faisait ça, quoi. Hein? C'est ça que tu voulais dire, Olga? C'est exactement, en fait, hein, parce que, en fait, il y a, en fait, toutes les problématiques, on va dire, psychologiques ont un impact sur l'enfant, en fait, hein, au niveau du pipi, au niveau du caractère difficile d'un enfant. En fait, ça vient, en fait, des peurs qu'il peut avoir ou bien des peurs que nous, en tant que parents aussi, on transmet.
Donc, le fait d'avoir en fait un enfant malade ou bien difficile, de manière inconsciente, on transmet une peur à l'enfant qui fait que l'enfant, après, peut être encore plus difficile à gérer, en fait. Hein. Et c'est là où interviennent justement des professionnels, en fait, pour nous faire prendre conscience de ces choses-là et de manière à, en fait, à faire en sorte que ça se passe mieux avec l'enfant. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Olga. C'est très gentil à toi d'intervenir. Et je te remercie vraiment pour ta participation. Hein? Merci et à je te vous deux. souhaite une bonne journée et des gros bisous. Bisous. Ciao. Allez, Ciao. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va prendre une personne. Et puis, sinon, le live, ça fait 1 heure qu'on est là. Sinon, ça sera trop long. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou on va arrêter l'émission? Ça fait déjà 1 heure. Eh bien, si quelqu'un n'intervient pas, ce que je fais, je commence ma dédicace. Et donc, ma dédicace, je commence par Louise. Louise, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ton approche et tes conseils de pro. Hein. Louise est psychologue, donc elle nous a fait l'honneur d'être présente pour le live. Merci à ma sœur chérie, Yafalon, des gros bisous à toi. Merci, Tantine, pour ton soutien. Merci vraiment. Tu ne manques pas d'appeler, tu ne manques pas de m'encourager à chaque fois. Et je te remercie pour ça. Merci beaucoup, ma sœur Jules Bertha, pour avoir regardé l'émission. Je te remercie, Kaba, toi aussi. Merci beaucoup encore pour ta proposition tout à l'heure. C'est très gentil. C'est vraiment, c'est comme on dit, on fait honneur à la communauté, quoi. Merci beaucoup, Armélia, Madame Gratitude. Madame Gratitude, elle était là avec nous la semaine dernière. C'est une personne très compétente, elle aussi, dans son élément. Et donc, n'hésitez pas. Oh, oui. Tu la connais, Madame Gratitude? Ah oui, tu l'as suivie la semaine dernière. Et, Madame Gratitude, voilà, c'est une personne très positive, très compétente. Et en plus de ça, elle est talentueuse. Elle fait des beaux lèvres. Vraiment, vous aurez des lèvres de bébé, quoi. Là, pour faire des bisous à vos enfants ou à vos chéris, il y aura vraiment pas de souci. Merci beaucoup, Soleil d'Afrique. Merci d'être là. Je sais que ton live va bientôt commencer. Donc, et pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à aller suivre Soleil d'Afrique. Elle sera, ou peut-être elle est déjà en live sur le groupe Afrobiz Connexion. Merci beaucoup, my sister, ma sœur à moi, Balbine. Je te fais des gros bisous. Merci, mon bébé chéri, mon mari d'amour. Merci, merci, merci. Qui encore? Et hop. J'ai un fan club là, les gens qui commentent. Et merci beaucoup. Merci Aminata. Je te fais des gros bisous toi aussi. J'espère que tu passes un bon dimanche. Merci Tantine Noguet. Merci beaucoup Patty d'avoir été là. Merci pour tes compliments. Et Patty, elle te disait bravo tout à l'heure, Bénédicte. Super. Merci Patty. Merci Papa Elan. Bonsoir à toi aussi et à ta famille. Grâce, Evan, Bill, merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te souhaite un bon dimanche toi aussi. Pareil pour toi, Lucienne Pangou. Merci beaucoup d'avoir été là. Keren, ma chérie, je te fais des gros bisous, des gros bisous. Merci d'avoir été là. Ma petite sœur chérie, Déborah, je te fais des gros bisous et merci d'avoir regardé l'émission. Et j'oublie pas une personne qui me soutient à chaque fois. Non, c'est pas que. Au fait, je ne veux pas commencer à faire une liste, mais quand même, j'ai quelqu'un qui est venu plus tôt dans la journée me souhaiter bon courage pour l'émission. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Kakis ACM, elle est top, cette personne. Elle vient à chaque fois me dire, mais est-ce que tu as pensé à dire ça? Est-ce que tu as pensé à une telle personne? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Ça pourrait intéresser à ça. Donc, vraiment, c'est cool, les personnes bienveillantes. ACM, c'est cool. Hein. T'as dit quoi? J'ai dit, c'est cool, les personnes bienveillantes comme ça, tu vois. Ah non, mais je te jure, t'as des conseils gratuits comme ça, gentiment. Je reçois beaucoup de bienveillance, vraiment. C'est ce qui me pousse à continuer, à penser à des émissions. Et encore, le thème dont on a parlé aujourd'hui, ça fait partie des thèmes qui me sont passés par la tête. Mais avant vraiment de prendre l'initiative d'en parler, c'était quelqu'un d'autre qui est venu me dire, ce serait bien que tu parles de ça.
ce serait bien vraiment que tu parles de ça. Regarde, c'est urgent, il ne faut pas le repousser à plus tard, c'est imminent, il faut en parler. J'ai beaucoup de gens bienveillants et c'est ce qui me rend fière en fait. Mais en tout cas, sans perdre, ma chérie Kakis ACM, elle a une boîte de traiteur, tout dit là, service. Au fait, quand j'ai fait des dédicaces, c'est pas parce que je suis payée. Hein. On ne pensait pas que je fais des trucs. Non, j'ai fait vraiment parce que je suis reconnaissante et j'ai envie de mettre en avant des personnes qui me mettent en avant. Vraiment rendre l'appareil, quoi. Donc, tout dit la service, elle est très compétente. Vous allez avoir des liens qui seront mis en commentaire. N'hésitez pas à commander vos repas d'entreprise pour vos anniversaires. Elle est là avec une équipe. Elle pourra répondre à vos questions. Donc, en tout cas, là, pour moi, on est arrivé à la fin. Hein. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose? Sinon, moi, pour moi, on est arrivé à la fin, on conclut. Hein. C'est ça. C'est tout bon pour toi? C'est tout pour moi. En tout cas, bah, merci pour Allez, l'invitation. C'était un plaisir. Et merci à tout le monde merci à de nous toi, avoir Bénédicte. suivis. Et, c'est super ces moments d'échange, en fait. Donc, si on peut apprendre en Non, communiquant tous ensemble, tant mieux. non, mais merci à toi, Bénédicte, parce que dès le départ, t'as été super, quoi. Vraiment, Bénédicte, elle est très super. Je lui ai parlé du sujet. Elle me dit, voilà, on pourrait en parler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je pourrais apporter ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Franchement, elle n'a pas hésité à prendre de son temps pour venir nous éclairer. Hein? Et donc, vraiment, c'est top, quoi. C'est top. N'hésitez pas, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à aller la voir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, 16h, donc même jour, même heure. Des gros bisous. Allez. Salut tout le monde.